2 mois après la signature de l'accord politique conclu entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition, l'heure est toujours à la crispation en RDC. La nomination d'un Premier ministre issu des rangs de l'opposition devrait conduire à la formation d'un gouvernement d'union nationale qui tarde à être formé. Chez Okutundu, bonjour. Bonjour. À l'approche du 19 décembre, comprenez-vous les inquiétudes des partenaires étrangers de la RDC qui redoutent un nouveau cycle de violence après le 19 décembre? Oui, il faut dire que pour nous, en tout cas, tel que nous voyons la situation dans notre pays, une analyse générale, nous ne pensons pas du tout qu'il y ait quelque chose à craindre pour le 19 et le 20. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et comme vous l'avez très bien dit, l'accord que nous avons trouvé avec une frange de l'opposition, qui n'est pas des moindres, est un accord d'apaisement et qui permet, qui donne des garanties par rapport à cette date de 19 et 20 qui correspondent effectivement au terme du deuxième mandat du président de la République. Et ce que nous voulons, ce qui est plus important, c'est comment gérer la période préélectorale qui va du terme du deuxième mandat du président de la République et l'organisation effective des élections. Et là, l'accord a prévu qu'on confie le poste de Premier ministre à l'opposition, qui n'est pas des moindres. Vous savez très bien que constitutionnellement, le Premier ministre dispose de pouvoirs considérables. Et là, ça crée un contrepoids par rapport à la majorité. Et dans le cadre du gouvernement de l'Union nationale, ça permet de créer un cadre consensuel qui permet effectivement d'appuyer la Commission électorale nationale indépendante pour organiser des élections qui soient crédibles, conformes aux standards internationaux et qui ne soient pas génératrices des conflits post-électoraux comme on a vécu en 2006 et en 2011. Mais est-ce que, au vu de ce qui se passe et de la gestion justement de cette crise politique, on a l'impression, on a le sentiment que la classe politique congolaise n'a pas tiré d'enseignement de la longue crise qu'elle a connue, que la RDC a connue entre 1997 et 2006, qui marque le début de la première élection libre dans ce pays. D'où la nécessité, justement, de trouver un consensus. C'est pour cette raison que nous nous inscrivons en faux contre ceux qui s'inscrivent dans une logique insurrectionnelle. Et je crois qu'on comprend certaines appréhensions à partir du moment où les élections n'ont pas pu être organisées dans les délais constitutionnels, tout à fait normal, encore que ça n'a pas été une programmation délibérée, pas du tout, parce que... Oui, on est quand même surpris. En 2006, première élection libre. En 2011, les secondes élections qui sont déroulées dans les délais, au bout de 5 ans. Qu'est-ce qui explique que de 2011 à 2006, on n'ait pas pu organiser l'élection? Alors, vous voyez, poser la question, c'est y répondre. Ça montre effectivement que lors de 2 premiers cycles électoraux, les élections ont eu lieu dans les délais constitutionnels. Cette fois-ci, c'est exceptionnel, parce que les circonstances ont fait que ces élections ne pouvaient pas être organisées dans les délais constitutionnels. D'abord, il y a la question financière. Je vous rappelle que notre budget, regardez un grand pays comme la RDC, encore qu'on revient de loin, le budget en fonds propres de la RDC, c'est 4 milliards de dollars en fonds propres. Pour 70 millions d'habitants, avec autant de difficultés que connaît la RDC, en principe, c'est 8 milliards. Mais l'autre moitié relève de l'aide budgétaire, donc des partenaires de la République démocratique du Congo. Et le coût des élections à RDC, c'est 1,2 milliard de dollars, donc le tiers du budget national. Et la question financière, vous savez très bien que juste après les élections... Mais cette question financière aurait pu être anticipée. Mais tout à fait. Comme elle l'a été en 2006 et en 2011. Exactement. Gouverner, c'est prévoir, mais tout n'est pas prévisible. C'est pour cette raison que nous n'avons pas prévu la guerre à l'Est avec le M23, et qui était un véritable gouffre financier. Là, en principe, on devrait économiser pour atteindre le milliard 200 millions de dollars, 250 millions par an depuis 2012. Ce qui n'a pas été le cas, parce que l'essentiel des deniers publics ont été consacrés à la défense de l'intégrité du territoire et à la cohésion nationale par rapport à la guerre à l'est du pays. Et puis en plus, qui a prévu l'effondrement des coûts des matières premières? Alors vous savez que notre économie, encore jusqu'à aujourd'hui, est encore extravertie. Nous vivons, le budget de l'État est alimenté pour 60% par le produit de la vente du cuivre et même du cobalt. Et vous savez très bien que l'effondrement de ces cours a été dramatique pour les budgets nationaux. À vous entendre, chez Okutundu, on se dit il y a des raisons valables qui justifient ce report de l'élection. Mais pourquoi n'ont-elles pas été expliquées en amont?
Écoutez, on a expliqué, mais vous savez, nous avons une opposition. L'opposition, c'est de bonne guerre. L'opposition veut prendre le pouvoir, donc l'opposition a intérêt à intoxiquer une partie de l'opinion pour essayer de prouver que non, écoutez, si les élections n'ont pas été organisées, c'est qu'on voudrait conférer un troisième mandat au président de la République, ce qui n'est pas vrai. En plus de ça, l'opposition est Mais a-t-on la garantie aujourd'hui qu'en 2018, Joseph Kabila ne se représentera pas? Écoutez, je ne vois pas comment Joseph Kabila va se représenter parce que la Constitution lui interdit. Sur quelle base il va se présenter? D'ailleurs, je me rappelle le président de la CENI, lors d'une intervention à Washington, quand certains journalistes lui ont posé la question, il a dit, mais écoutez, moi je suis président de la Commission électorale indépendante, si le président arrive chez moi pour déposer sa candidature, je lui dirai, monsieur le président, elle sera rejetée. La Constitution ne vous autorise pas. Sur quelle base va-t-il poser les partenaires étrangers de la RDC sont-ils convaincus par ces arguments? En tout cas, aujourd'hui, les partenaires qui sont vraiment connaisseurs de la situation politique dans notre pays sont convaincus. Mais en tout cas, on voit certains diplomates, surtout du côté anglo-saxon, qui sont très exigeants, vous entendez, et qui... les États-Unis notamment. Particulièrement, effectivement, mais là encore une fois, encore que l'opinion n'est pas unanime, il y a certains qui comprennent la situation et d'autres qui voudraient... ne font pas confiance au pouvoir actuel et suspectent de vouloir modifier la Constitution pour conférer un troisième mandat, ce qui n'est pas du tout envisagé du tout. Alors, l'Église, j'ai failli dire l'Église catholique, mais l'Église congolaise, de manière générale, a toujours joué un rôle important dans l'histoire politique du Congo. On se souvient de la conférence nationale qu'avait conduit Monseigneur Musango, l'archevêque de Kinshasa. Aujourd'hui, elle est encore impliquée dans cet accord, puisqu'elle essaye de jouer les médiateurs avec la frange de l'opposition qui a refusé de participer au dialogue national. Qu'est-ce que vous attendez de ces prochains pourparlers ? Il est important de rappeler, parce que vous dites bien, le rôle joué par l'Église catholique déjà sur le plan historique, et nous attendons maintenant effectivement que l'Église s'implique pour ramener tous les acteurs politiques autour de la table et qu'on trouve une solution consensuelle. Et là, effectivement, on revient à la case départ. Vous savez, avant même l'accord de la Cité de l'Union africaine, nous étions dans les pré-dialogues avec l'UDPS, qui est la première formation de l'opposition politique. Et là, nous, majorité, nous aurions voulu qu'on trouvât une médiation nationale. Il y a des hautes personnalités, des hauts rangs, des hautes moralités qui auraient pu jouer le rôle de facilitateur. Mais l'UDPS a exigé que ce soit la facilitation internationale. D'où l'implication de l'Union africaine. De l'Union africaine. Et puis voilà, et puis à un moment donné, on a récusé cette facilitation internationale sur des prétextes qui sont complètement fallacieux. Par exemple, on a soupçonné le facilitateur de l'Union africaine d'être partial en faveur de la majorité. Alors que les discussions, vous savez bien, la facilitation, c'est la facilitation. La facilitation ne propose pas une solution, ce sont les Congolais eux-mêmes qui discutent. Donc il n'y a aucun intérêt à prendre parti pour un camp contre l'autre. Alors maintenant, le souci du président de la République, c'est justement qu'il y ait un consensus plein, c'est-à-dire qu'il y ait autour du calendrier notamment, une pleine inclusivité par rapport à la gestion consensuelle de la période préélectorale. C'est pour cette raison que le président de la République, malgré le fait qu'il a déjà nommé un Premier ministre conformément à l'accord, le président a donné du temps au temps et pour permettre à ce que on convainc la partie de l'opposition qui n'a pas participé aux négociations d'adhérer à cet accord, moyennant quelques aménagements peut-être. Sur le calendrier notamment, est-ce que vous êtes prêt à faire la majorité présidentielle pourrait faire des concessions sur le calendrier? Je vous rappelle que ce n'est pas la majorité qui a fixé le calendrier. Le pouvoir organisateur des élections, c'est la Commission électorale indépendante. Et la Commission travaille avec des experts à la fois nationaux et internationaux, et notamment des organisations qui ne sont pas des moindres. Il y a des experts des Nations Unies, de l'Organisation internationale de la francophonie, de PNUD et même de certaines organisations comme l'IFES aux États-Unis d'Amérique. Donc ces délais-là ont été fixés en accord avec tous les experts qui travaillent. Donc ça ne se décrète pas. Les institutions de la transition qui pourraient gérer, justement, qui devraient gérer cette transition qui court donc du 19 décembre au mois d'avril 2018, ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors, mais c'est là justement le fait simplement de confier le poste de Premier ministre à l'opposition et d'accepter qu'on gère le pays consensuellement est déjà une garantie de bonne fin
par rapport à la gestion de cette période préélectorale. Parce que ça permet à la majorité et à l'opposition de se surveiller mutuellement pour garantir les élections crédibles, apaisées et conformes aux standards internationaux. Qu'adviendra-t-il des institutions comme le Sénat, dont le rôle était quand même prévu dans la Constitution actuelle? Non, là, il faut vraiment apporter une clarification. C'est-à-dire que, en principe, il y a deux manières de anticiper la vacance du pouvoir présidentiel. Il y a d'abord un président en fonction, hein, et qui, pour une raison ou une autre, est confronté à une cause d'empêchement définitif d'arriver au terme de son mandat. S'il arrive à un président en fonction qui est confronté à cette cause d'empêchement définitif, nécessairement, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Mais la situation actuelle ne correspond pas à cette posture. La deuxième posture, c'est un président en fonction qui n'a pas été confronté à une cause d'empêchement définitif, mais qui arrive au terme de son mandat, mais son remplaçant n'est pas encore élu. À partir de ce moment-là, celui-ci reste en fonction en attendant le nouvel élu pour que le passage de flambeau se passe entre celui qui a été élu, dont le mandat est arrivé à terme, et celui qui vient d'être élu par le peuple. C'est la situation dans laquelle se trouve le président actuel. C'est pour cette raison qu'il est prédestiné à gérer la période préélectorale jusqu'à l'organisation des élections. En un mot, vous êtes donc confiant? En tout cas, nous sommes confiants, et le fait aussi que la frange de l'opposition qui n'a pas participé à aux négociations de la Cité de l'Union africaine accepte aujourd'hui autour de la conférence épiscopale congolaise de venir autour de la table de négociation est rassurant, et nous espérons à partir de là lancer un appel général pour que tout le monde accepte le compromis qui sera trouvé et que le pays soit géré consensuellement, et empêcher aussi ceux de l'opposition qui veulent s'inscrire dans une logique insurrectionnelle. Je crois que la République démocratique du Congo n'a pas besoin de cela. Il y a moyen de trouver une solution autour de la table plutôt que dans une confrontation dont les conséquences sont dramatiques. Merci, Sékou Toundou. Je vous en prie.